Mesdames et messieurs, chers passagers, bonjour à toutes et à tous. C'est avec bonheur que je vous retrouve ce matin. Après une longue absence sur ce petit écran, il faut dire que nous avons eu une saison d'automne bien remplie, que j'ai le plaisir de retrouver certains d'entre vous au cours de nos voyages au Groenland, en Allemagne, en Espagne du Nord-Ouest, en Grèce et en Turquie, sans oublier le Canada et les États-Unis sur le magnifique Saint-Laurent. Différentes destinations, différents bateaux, voire même un train. Ce matin, je vais évoquer brièvement une toute autre destination que l'on vous propose pour le prochain printemps. On vous invite en effet à nous retrouver sur un petit bateau placé sous les couleurs de la francophonie, entièrement affrété par plein cap. Il s'agit du Sans Souci et de naviguer sur l'un des grands fleuves de notre continent. Ce n'est pas le plus grand, il n'occupe que la 14e place, mais son cours d'un peu plus de 1000 km a servi tout à la fois de voie de communication entre le nord et le sud de cette Europe centrale, mais également de frontière limite de l'Empire des Francs sous Charlemagne, frontière entre les Saxons et les Slaves. Ce fleuve, c'est l'Elbe. Cette courte croisière fluviale nous permettra aussi de naviguer sur l'un des affluents de l'Elbe qui, comme lui, prend sa source dans la République tchèque. Il s'agit de la Vltava dans sa version slave, dans sa version tchèque. Ce n'est pas la plus simple à prononcer. Je vais donc lui préférer souvent son appellation allemande de Moldau. Ces deux cours d'eau, cette vaste région dans laquelle ils s'écoulent, eh bien, tout cela est une région riche par son histoire, par son patrimoine naturel et architectural. C'est la terre par excellence du baroque et celle d'une lutte entre les influences catholiques et les influences protestantes. Mais c'est aussi une région célèbre pour sa superbe euh, particularité musicale, son intensité musicale. Plus de 3 siècles de création musicale nous ont laissé des grands compositeurs allemands, tchèques, de l'ère baroque à la période post-romantique. C'est dans cet environnement architectural et musical que nous naviguerons de Dresde à Prague, entre deux villes extraordinaires, et puis dans le sens contraire, en faisant dans un sens comme dans l'autre, des escales sur le chemin pour découvrir les châteaux et localités préservées du tourisme de masse. Alors, en préambule, quelques mots pour vous présenter le Sans Souci, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Il ressemble beaucoup à un autre petit bateau que l'on affrète régulièrement, l'Elegant Lady. C'est un navire fluvial, bien sûr, hein, que PC affrète donc plein cap affrète régulièrement. Le Sans Souci est juste un peu plus petit que l'Elegant Lady, moins de cabines, puisqu'on compte une quarantaine de cabines, et le Sans Souci peut accueillir à peu près 70 passagers à son bord. Quant à ses mensurations, 82 mètres de longueur pour moins de 10 mètres de largeur, et également un tirant d'eau d'à peu près 1,10 m. Donc il peut aller à peu près partout, dans les fleuves, canaux, là où les unités, les bateaux plus grands et plus profonds ne peuvent pas naviguer. Donc vraiment, c'est un avantage remarquable du Sans Souci. Alors voilà à présent les espaces communs. C'est un navire très lumineux, facile d'accès, avec un grand salon où se déroulent toutes les activités du bord. Alors lorsqu'on est en navigation ou en soirée, les conférences et bien sûr les spectacles. Spectacles qui pendant cette croisière seront principalement des spectacles de musique classique. Voilà le restaurant à présent. Je vous rappelle que les boissons, les vins et eau, café et thé sont inclus pendant les repas. Et vous avez ici donc le plan également du petit Sans Souci avec seulement 2 ponts où l'on trouve des cabines. Le pont supérieur avec là aussi le salon et la réception, et puis le pont principal où se trouve le restaurant. Entre les 2 ponts, il y a bien sûr un ascenseur, un escalier, mais un ascenseur. Et puis, on peut également passer au pont supérieur, je vous montrerai dans un tout petit instant. Les cabines que l'on retrouve sur les 2 ponts du Sans Souci sont identiques. La seule différence, c'est le sabord, la taille du sabord. Sur le pont supérieur, vous avez cette grande baie vitrée qui s'ouvre, une modification des années 2017-2018, alors que sur le pont principal, eh bien, il n'y a qu'un grand sabord. Alors voilà, le navire à nouveau, mais avec le pont extérieur justement, avec le pont Soleil, hein, ce qui permet de profiter des paysages pendant la navigation. Et alors c'est par un vol direct qu'on va rejoindre Prague. Nous commencerons cette croisière en
quittant donc l'aéroport de Václav-Havel, on prendra la direction de Dresde par la route et c'est à Dresde que l'on embarquera à bord du Sans Souci. Cette fin de journée sera principalement, la première journée est principalement consacrée à votre installation à bord, le temps de parler du navire, de la croisière, et pourquoi pas d'aller un petit peu humer l'air du coin. On est à Dresde et c'est intéressant. Le Sans Souci passera la nuit à quai à Dresde et ne quittera finalement la ville allemande que très tôt le matin, le matin du vendredi 14 avril, direction le sud. On aura seulement 2 petites heures de navigation sur l'Elbe avant d'arriver pour notre première escale. Ça sera l'escale de Pillnitz. Alors, voilà, ça sera une escale brève à Pillnitz, mais le temps suffisant pour nous permettre, en tout cas ceux qui feront l'excursion, de débarquer à Pillnitz et de profiter de Pillnitz surtout, puisque on va visiter, alors c'est une toute petite commune et on est juste à 9 km seulement de Dresde. On est très très proche de Dresde. Et là, l'attraction principale de cette petite ville de Pillnitz, c'est son château. Un château qui est, comme vous voyez à l'image, vaste, mais construit au bord de l'Elbe, composé de 3 bâtiments principaux. Alors vous avez la première partie qui est vraiment au bord du fleuve, au bord de l'Elbe, donc c'est en fait le château de l'eau, le palais de l'eau. Vous avez en arrière-plan quelque chose qui est plus près du parc, l'ancienne forêt, mais surtout le parc. Donc ça, c'est effectivement le château de la montagne, le Bergpalais. Et puis, entre les deux, un palais qui est en fait plus récent et qui s'appelle le Nouveau Palais, qui a été aménagé, qui permet donc la liaison entre la partie proche du littoral et la partie arrière du palais. Donc c'est la connexion tardive, mais une connexion entre les deux premiers segments. Alors, au milieu, on va trouver, au milieu de ces 3 bâtiments, une cour, jardin d'agrément baroque, qui a été évidemment un endroit très important, qu'il est toujours d'ailleurs. On fait remonter les premières traces d'un château ici au XVe siècle, mais il faut attendre l'arrivée ou la prise de possession par les princes électeurs de Saxe pour que le château commence à grandir. Le premier prince électeur, c'est Jean-Georges IV, qui, après l'avoir acheté, confie ce château temporairement à sa maîtresse. Mais c'est son frère, le frère de Jean-Georges IV, qui s'appelle Frédéric Auguste Lefort, lui aussi prince électeur et élu roi de Pologne, qui va faire du château un véritable château d'agrément, on dit à l'époque exotique. Le château est entièrement donc reconstruit au début du XVIIIe siècle. En fait, 2 châteaux, on dit, de style oriental, dont le prince électeur confie la construction à son architecte, dont on reparlera, en particulier pour Dresde, Matthäus Daniel Popelmann. Il lui demande également, et c'est ce que vous avez à l'image, la construction d'une église, une église qui sera installée donc dans les vignobles du parc, un vaste parc de quelques 28 hectares. Entre les 2 châteaux, sont installés des jardins, véritables théâtres, des fêtes colorées, aires de jeu des courtisans du prince électeur. Le palais allait en fait vite devenir une résidence d'été et avec des princes qui, il faut bien le dire, de règne en règne, vont améliorer, modifier le jardin, le mettre en fait souvent au goût du jour, à la mode du moment. On y verra construire par exemple un pavillon anglais, un jardin botanique hollandais, un jardin chinois, une ruine gothique. Tout cela y sera installé tout au long du XVIIIe siècle. On y trouve également une gondole rouge, vous avez ici à l'image, alors un tout petit peu plus tardive. Elle a appartenu à Frédéric Auguste le Juste, construite au tout début du XIXe siècle, et elle servait donc au prince à ses trajets entre la ville de Dresde et le château de Pillnitz. Alors le parc du château contient une importante collection d'arbres, de plantes venues du monde entier, dont un camélia par exemple, qui a été importé du Japon à la fin du XVIIIe siècle. Et là, depuis, il est installé, il a pris sa place définitive. Il est considéré comme l'un des plus vieux camélias d'Europe, d'une hauteur de presque 9 mètres de hauteur. Et lorsqu'il fleurit au printemps, c'est quelques 35 000 fleurs rouge carmin qui viennent à la vie, magnifique effectivement camélia, qu'on protège l'hiver avec une serre amovible pour
voilà, protéger des frimas de l'hiver local. Alors, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, une palmeraie d'acier va être construite, d'acier et de verre, quelques 660 mètres carrés de verrière, construite avec les moyens techniques modernes de l'époque. C'est alors l'une des plus grandes serres d'Allemagne. Elle abrite toujours, d'ailleurs, toujours une serre, toujours en activité. Elle abrite de nos jours des plantes qui viennent un petit peu du monde entier, d'Afrique du Sud, d'Australie. Dans la partie ici, vous voyez ici, dans l'octogone, eh bien, on a les palmiers. Bon, c'est un magnifique endroit à découvrir. Le château permet tout au long du XIXe siècle de recevoir des hôtes de marque comme l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse. Napoléon lui-même le visite en 1812. Il aurait déclaré, très inspiré par sa visite, il aurait déclaré « Voilà pourquoi je suis né ». Alors, je ne sais pas si c'est pour cette visite ou c'est pour la splendeur de ce château, mais ça a marqué effectivement l'empereur Napoléon. Alors, notre visite se poursuivra en s'éloignant du château et de son jardin pour profiter de cette région de l'Elbe que l'on appelle la Suisse saxonne, une dénomination que l'on doit à des artistes peintres suisses du XIXe siècle qui trouvait des similitudes entre bien, les paysages suisses et les pinacles rocheux de gré des méandres de l'Elbe. Depuis 1990, une partie de cette région est devenue un parc national. Quelques 10 000 hectares sont de nos jours protégés. Ces formations rocheuses, eh bien, elles sont entourées de forêts. On y trouvera également de super ponts de pierre. Elles sont également un paradis pour l'escalade. Rassurez-vous, on se contentera de rejoindre un belvédère installé à 200 mètres au-dessus du fleuve, le temps de faire quelques photos, et l'on rejoindra par la suite, et pour le déjeuner, le MS Sans Souci, qui aura fait escale dans la petite station balnéaire et thermale de Bad Schandau. Une escale technique en fait pour nous permettre d'embarquer et on continuera en fait cette navigation toute l'après-midi et bien justement pour traverser et être découvert au niveau de l'eau et bien cette Suisse saxonne qui se poursuit d'ailleurs une fois passé la frontière tchèque par la Bohème suisse. On arrivera en toute fin de soirée dans la nuit à Stetty. Stetty c'est une petite ville au nord de la République tchèque. Alors après une matinée de navigation sur la Moldao, un affluent de l'Elbe, eh bien, on aura le plaisir d'ailleurs pendant ce temps-là de un petit peu de vous préparer à la découverte de la République tchèque, de sa capitale. On arrivera en tout début d'après-midi à Prague et là, on profitera un petit peu pour découvrir cette superbe ville tout en restant dans la partie basse de la ville pour ce premier après-midi en découvrant principalement les grands attraits touristiques qui se trouvent sur les deux rives de la Moldao. Quant au lendemain matin, c'est en autocar que l'on rejoindra les hauteurs de Prague pour visiter le château, lieu de pouvoir, lieu de mémoire de cette capitale tchèque. Prague a une longue histoire que je ne vais pas aborder ce matin, mais rappelez-vous qu'elle connaît son apogée bien, dès le XIVe siècle sous le règne du roi de Bohême et empereur germanique Charles IV, qui en fait la capitale de l'Empire. Elle est alors un centre culturel et religieux de première importance où naissent les balbutiements, premier signe d'une opposition au catholicisme, on pourrait déjà dire la réforme protestante, lorsque Jean Hus prêche bien, contre les abus de la hiérarchie catholique et en particulier contre le commerce des indulgences. Prague redevient la capitale impériale et culturelle au tournant des XVIe, XVIIe siècles, passera sous le règne de Rodolphe II, puis elle perd de son importance au profit de Vienne, jusqu'à la renaissance nationale tchèque qui a lieu au XIXe siècle, et bien sûr la création de la Tchécoslovaquie, là c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale, en 1918, elle devient alors la capitale de cette nouvelle république. Le printemps de Prague, c'est celui de 1968, est encore dans toutes les mémoires, tentative désespérée des leaders socialistes tchécoslovaques pour essayer d'échapper au carcan stalinien, une tentative écrasée, vous le savez, par les chars du pacte de Varsovie. Alors ce n'est que la révolution de velours, celle de 1989, celle de Václav Havel qui libère la Tchécoslovaquie et fait sortir Prague de sa torpeur et lui fait connaître un boom touristique exceptionnel. Comprenez que cette ville, qui est de nos jours à peu près 1 200 000 habitants, eh bien cette ville reçoit en moyenne chaque année plus de 7,5 millions
de visiteurs. Depuis 1992, le cœur historique de la ville est d'ailleurs inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a sans doute aidé à sa grande popularité. Il faut dire aussi que Prague est une ville exceptionnelle par son patrimoine architectural. Tous les styles y sont représentés, à commencer par la période gothique, comme ce fameux pont Saint-Charles que je vous ai déjà un petit peu montré. Un coup d'œil alors à présent sur le plan pour montrer un peu l'importance de ce pont, parce que ce pont, ça a été la première liaison entre les deux quartiers de la vieille ville de Prague, à savoir le Staré Mesto et le quartier de la Mala Strana, donc de chaque côté de la Moldau, et la Mala Strana, c'est donc le quartier au pied du château. Alors, il est le plus célèbre, hein, ce pont Saint-Charles, mais également le plus ancien du pont de la capitale, puisqu'il a été construit au XIVe siècle, en tout cas commencé au XIVe siècle, pour remplacer le pont bien qui l'a précédé, c'était le pont Judith, premier pont de pierre, mais un pont de la fin du XIIe siècle, et qui a été emporté par une inondation et par la débâcle provoquée par, en tout cas, la débâcle a provoqué l'inondation, c'était à la fin de l'hiver 1342. On n'est pas certain de son architecte, ni de la date exacte des débuts des travaux. On sait toutefois qu'il est achevé là au tout début du XVe siècle, après quasiment 50 ans de travaux. Il va rester en fait le seul pont de la ville jusqu'au 1841. Il est connu pour son architecture médiévale, mais également pour ses statues, sa statuaire, et il voit passer beaucoup de touristes. Hein. Là, vous voyez que la photo n'est pas mensongère, mais il faut se lever de bonne heure hein, pour voir le pont sans touristes. Quelques 30 000 touristes passent par jour sur ce pont, un pont uniquement pédestre. Mais on a également, et c'est ce que vous voyez tout au bout du pont, là, il y a une tour, donc en fait une autre photo, puisqu'à chaque extrémité, on va trouver effectivement une tour du côté de la vieille ville, on a la tour gothique hein, qui date du XIVe siècle. Les historiens supposent qu'à l'origine, le pont était plus long d'un pilier à chaque extrémité, ce qui veut dire que les tours eh bien, n'étaient pas tout à fait aux extrémités. Quant à la statuaire, on la doit aux diverses institutions pragoises, à des ordres religieux, parfois même à des particuliers, qui ont passé commande eh bien, d'une trentaine de statues installées en vis-à-vis sur toute la longueur du pont. De nos jours, toutes les statues ne sont pas forcément des originaux. Certaines aux teintes plus claires sont des copies. Les originaux, fragilisés par la pollution, sont sagement conservés au musée national. La plus ancienne de ces statues représente représente Saint Jean Népomucène, une commande des Jésuites à la fin du XVIIe siècle. Népomucène est choisi en fait pour illustrer le conflit entre le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. La légende raconte que l'archevêque Népomucène aurait été jeté par-dessus le pont car il refusait de dévoiler les secrets de la confession de la reine Jeanne à son époux évidemment jaloux, c'était le roi Venceslas IV. Alors, il est possible que, en fait, seul un assistant de l'archevêque ait fait les frais du conflit entre le roi et l'archevêque, mais c'est la postérité de Népomucène qui en a profité. Une auréole serait apparue à la surface de l'eau après que, évidemment, le corps a été jeté à l'eau. Et voilà pourquoi, eh bien, Népomucène est représenté avec cette auréole, avec ce halo doré tout autour de lui. Cette décoration, eh bien, elle s'inspire également du pont Saint-Ange de Rome. Les statues sont pour la plupart en fait des œuvres baroques, comme des œuvres d'artistes baroques, bien sûr. Alors, on a particulièrement Jean Brockhoff, son fils Ferdinand Brockhoff, et également Matthias Bernhard Braun, pour les artistes qui ont fabriqué, qui ont sculpté ces œuvres. Alors, il faut se rappeler que Prague, eh bien, c'est une capitale du baroque. Elle le devient après la défaite de sa noblesse. On est au tout début du XVIIe siècle, 1620. Il y a donc cette défaite de cette noblesse de la bataille de la Montagne Blanche. Les vainqueurs catholiques vont faire déferler une marée de baroques. Les façades deviennent ocre, les coupoles dorées vont se multiplier, ces mêmes coupoles qui de nos jours, bien sûr, sont vertes. Le baroque de Prague, c'est le triomphe du baroque autrichien, avec notamment un Saint-Nicolas de Malastrana construit en 1702 par Ignaz Platzer. Dans cette église, les mouvements
et c'est une église baroque par excellence, les mouvements d'architecture font l'essentiel. Mais il y a également des décors de marbre, des dorures qui n'ont pas été négligées. Tout est bon pour pourfendre l'hérésie. Et la voûte du ciel est un petit peu conçue comme une récompense donnée aux fidèles, alors qu'on va trouver davantage ces quatre grandes statues des pères de l'Église qui sont là, elles, pour impressionner. Parmi ces statues, il y a celle de Saint Alexandre. Saint Alexandre qui est représenté avec un regard assez impassible, alors qu'il est en train assassiner un hérétique, il est en train de planter la crosse le bâton de sa crosse dans le cou de l'hérétique. L'hérétique est représenté ici avec un crâne rasé, vous voyez ici. Il a les yeux ouverts, un petit peu comme s'il consentait, d'une certaine façon, à son supplice. Et je vous laisse d'ailleurs je vais vous lire également le texte écrit par un grand maître du baroque en Europe, à savoir Monsieur Dominique Fernandez. Un texte tout à fait admirable. Ni haine ni amour ne les unissent. Ils obéissent chacun à une fatalité abstraite, qui ordonne à l'un de sévir et à l'autre de subir. Alexandre, tel un fonctionnaire du crime, applique une loi impersonnelle que l'autre reçoit avec la même soumission, exempte de réaction affective. Magnifique texte, effectivement. Autre merveille de Prague, sur la place de l'Hôtel de Ville, accolée à l'une des nombreuses tours médiévales de la ville, Prague est connue pour être la ville des 100 tours, se trouve l'une des plus vieilles horloges astronomiques du monde. Voilà plus de 600 ans qu'elle fonctionne, ce qui n'est pas aussi évident à ses débuts. Il a fallu une soixantaine d'années pour trouver le bon maître horloger et la faire fonctionner correctement, mais depuis, elle ne s'est quasiment pas arrêtée, en tout cas pas tant qu'elle n'était pas en réparation, je veux dire. Depuis, effectivement, toutes les heures, jusque tard dans la nuit, on a l'action des 12 apôtres qui défilent au-dessus du cadran haut de l'horloge, cadran qui sert à lire l'heure, bien sûr, également qui donne la position de la Lune et du Soleil, tandis que le cadran inférieur, lui, va davantage afficher le sein du jour et les signes astrologiques. Il a fallu quand même, je le disais, la réparer à plusieurs reprises, en particulier après un incendie qui va la dévaster, un incendie provoqué par les nazis à leur fuite en 1945. Alors les apôtres ont ainsi dû être sculptés à nouveau après-guerre, les précédents ayant donc brûlé. Il faut quand même, il y a beaucoup de monde qui visite en général et qui vient voir cette horloge. Il faut une bonne paire de jumelles ou un bon téléobjectif pour observer justement et voir les détails de cette horloge. Mais les apôtres vont sortir évidemment par ces petites fenêtres. Également, autre détail, ce sont les 4 allégories qui représentent de gauche à droite, effectivement, la vanité ici représentée avec un petit miroir, comme vous pouvez le remarquer. On a également l'avarice, alors l'avarice du commerçant qui est là représentée avec sa bourse, la mort, elle est là avec ce squelette et cette clochette, et la convoitise, c'est un prince turc, pauvre ami, qui la reçoit, lui il est représenté avec une petite mandoline. Alors, c'est peut-être moins spectaculaire, d'un point de vue en tout cas de l'architecture, mais on le trouve au cœur de la vieille ville, c'est le quartier juif. Son importance historique est absolument essentielle. Il témoigne de l'ancienneté, de la présence de cette communauté dans la ville de Bohême. Les premiers juifs vivant sans doute à Prague dès le Xe siècle, et dès le XIe siècle, ils vont subir leur premier pogrom. Mais c'est à Prague qu'ils furent aussi placés sous la protection du roi Ottokar II de Bohême, une protection toute relative, car elle ne les a pas protégés d'autres pogroms, en particulier celui de 1389 qui vit l'assassinat de quelques 3000 membres de la communauté juive, et là c'était à l'occasion de la Pâque juive. Pour autant, la communauté est parvenue à survivre, à prospérer, surtout au XVIe siècle. Et là, on voit par exemple un grand rabbin important qui s'appelle Judas Leof ben Bezabel, qui est lui davantage associé à la création du golem. Le golem, c'est un géant mythologique fait d'argile, un géant muet, un géant sans volonté propre, mais qui obéit
à son créateur et qui est là pour le défendre, pour protéger son créateur. Alors au XIXe siècle, le quartier du ghetto juif eh bien, prend le nom de Josefstadt, qu'il conserve toujours, on appelle ça Josefsov, mais c'est la version tchèque, en l'honneur de l'empereur Joseph II. L'empereur Joseph II qui, à la fin du XIXe siècle, eh bien, un petit peu comme ce qui se passe en France, va émanciper la communauté juive, donc lui donner des droits de citoyen comme les autres. Alors à la fin du XIXe siècle, le quartier est réaménagé, façon un petit peu à la façon du baron Haussmann, c'est qu'on va assez brutal quand même, mais on va eh bien retracer un petit peu ce quartier, l'assainir et ce vieux quartier, et il restera comme cela 6 synagogues, un vieux cimetière qui, malgré les avanies du Troisième Reich, l'occupation des nazis, eh bien tout cela est encore présent, tout cela est encore visible. C'est dans ce quartier qu'est né, qu'a vécu également, alors voilà, ici ce quartier juif, donc dans le vieux quartier de Staré Mesto. Et on a également là, eh bien, celui qui a vécu ici, qui est né là, en 1883, qui est mort assez jeune. Il s'agit d'un des plus grands, on va dire, auteurs, écrivains du XXe siècle, du XXe siècle. Il s'agit de Monsieur Franz Kafka, auteur du Procès, du Château, de la Métamorphose, qui parti très jeune, il avait une quarantaine d'années, il est décédé de la tuberculose. Alors, vous imaginez bien que 4 heures de visite, eh bien, va nous donner un bel aperçu de cette ville basse de Prague, de son éclectisme architectural. Vous avez par exemple ici sous les yeux ce qu'on appelle la maison municipale, puisque jusqu'au XIXe siècle, il y avait là eh bien, un palais royal, les souverains de Bohême, et puis au début du XXe siècle, la municipalité veut justement un lieu de détente pour ses concitoyens, de réunion, de spectacle. Il s'agit alors d'affirmer le prestige de la ville. On fait appel à des architectes tchèques et aux meilleurs artistes du mouvement de la sécession tchèque. Vous avez ainsi à l'image, sous le dôme de cuivre, eh bien un fronton, alors je vais vous faire apparaître autrement, voilà, un fronton avec dominé en tout cas par une impressionnante mosaïque que l'on doit à Karel Spielar. Si la salle principale de spectacle est dédiée au musicien national, Bédé Smetana, la maison municipale est aussi un lieu proclamé, on a proclamé l'indépendance de la Tchécoslovaquie, c'était en 1918. C'est dans ces murs également qu'ont lieu là les négociations entre le Parti communiste tchèque, tchécoslovaque et les représentants du forum civique, mouvement qui est issu de la révolution de velours, qui a permis donc les négociations qui ont permis le retour de la démocratie. Mais Prague n'est pas non plus un musée à l'air libre, figé dans le passé. On continue à construire, à innover, quitte à provoquer. Et c'est ce que vous avez là depuis quelques minutes déjà à l'image, cette maison qu'on appelle la maison dansante. Elle est l'œuvre de 2 architectes. L'un est croate, l'autre est en fait américano-canadien. Le croate, c'est Vlado Milunic et l'américano-canadien, c'est Frank Gehry. Frank Gehry, vous connaissez peut-être parce que c'est l'architecte également du musée Guggenheim à Bilbao. Alors, c'est un petit peu au président Václav Havel que l'on doit un petit peu à l'origine de ce nouvel immeuble, puisqu'il a été longtemps le voisin d'un terrain vague, une zone déblayée depuis les années 60, des ruines d'un immeuble détruit pendant la Seconde Guerre mondiale par une bombe américaine. Alors, le premier projet était sans doute un peu plus philanthropique que celui qui finira par sortir de terre. Le terrain est finalement acheté par une banque néerlandaise et son vrai nom en fait de cet immeuble, c'est en fait Fred and Ginger, une référence très hollywoodienne voulue par son architecte américain. Un projet qui a fait couler beaucoup d'encre. On a même titré qu'une deuxième bombe américaine était tombée au même endroit, mais la maison dansante a fini par se faire une place dans le paysage et dans le cœur des Pragois. Alors après une nuit à quai, eh bien, on va reprendre un petit peu de hauteur, je vous disais, pour gagner la colline qui surplombe la ville, et donc la colline du château. Ce château de Prague, c'est un petit peu le symbole de la cité historique. C'est un vaste ensemble, un très grand château qui comprend des palais, des églises, plusieurs églises, des cours, des jardins, façonnés en fait depuis le IXe siècle. Alors, il a d'abord été le château où
les rois de Bohême, puis après, eh bien, les empereurs du Saint-Empire romain germanique, enfin les présidents de la République tchécoslovaque, puis de la Tchéquie, siègent ou ont siégé. De nos jours, il est considéré comme le plus grand château ancien, avec une emprise au sol bien, assez importante, hein, un demi-kilomètre de longueur pour quelques 130 mètres de largeur. Accompagné, comme d'habitude, de notre guide local, on ira voir le vieux palais royal, mais également la basilique Saint-Georges, vous l'avez ici à l'image avec sa façade rouge et ocre. On a effectivement l'un des trésors de ce palais, hein, de ce château, eh bien, c'est en fait la cathédrale Saint-Vitus, que l'on nomme aussi la cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Albert. Voilà, c'est son nom, Saint-Adalbert, pardon. Voulu cette cathédrale par l'empereur Charles IV. Elle s'élève sur l'emplacement de deux précédents monuments religieux. L'empereur voulait une église majestueuse au début du XIVe siècle. Il va demander à ses architectes de s'inspirer des grandes cathédrales gothiques françaises. Et on va commencer les travaux donc en 1344. La construction va prendre un petit peu de temps, puisqu'elle ne s'achèvera en fait qu'en 1929, après des siècles d'interruption et grâce en fait à une souscription nationale populaire. L'étalement de la construction dans le temps va expliquer aussi une forme d'éclectisme, on va dire de panachage architectural. On y trouve du gothique, du baroque, du néogothique. Tout cela se superpose. Regardez un petit peu, vous avez à l'image la tour sud, dont la base est gothique. Le toit, en fait, est baroque. Et entre les deux, eh bien, vous avez, et je vous l'ai mis ici un peu plus détaillé, une très belle fenêtre, effectivement, avec une grille Renaissance d'une extrême finesse. À l'intérieur, on trouve, eh bien, par exemple, des vitraux, dont dessinés, en tout cas des cartons, par les plus célèbres peintres et graveurs de l'Art Nouveau, un Art Nouveau un petit peu tardif, mais de l'Art Nouveau. La cathédrale est non seulement une trésorerie royale, puisque c'est là que sont déposés les joyaux de la couronne de Bohême, mais c'est aussi la sépulture des rois, des personnages illustres de l'histoire de la Bohême. On y trouve par exemple, bien sûr, Charles IV, mais également les tombeaux de ses trois épouses, le tombeau de Venceslas Ier, de Saint Jean Népomucène à nouveau, personnage que j'ai déjà évoqué pour le pont. Avant même d'entrer dans la cathédrale, on est face à ce qu'on appelle la porte d'or, surmontée d'une très très belle mosaïque. Là, c'est l'œuvre d'artisans vénitiens, c'est des carreaux de verre de Bohême, principalement, et tout cela représente en fait le jugement dernier. Il date donc du règne, en fait, cette mosaïque date du règne de Charles IV. À la suite de notre visite sur les hauteurs de Prague, on va quitter la capitale tchèque pour à nouveau naviguer sur l'affluent de l'Elbe, sur la Moldau, et je suis certain, et vous savez, que cette Moldau, c'est également le nom du second mouvement d'un poème symphonique qui s'appelle Ma patrie, créé, composé par l'un des plus célèbres compositeurs tchèques, qui s'appelle Monsieur British Smetana. Ce compositeur, Smetana, sa musique nous ramène au XIXe siècle. En Bohême, comme ailleurs en Europe, c'est le siècle du romantisme, du nationalisme. De grands musiciens tchèques font renaître leur culture nationale en s'inspirant des rythmes et des mélodies du folklore. Béla Smetana est en fait la figure de proue de ce patriotisme musical tchèque. Paradoxe, il ne parlait quasiment pas le tchèque, il parlait davantage l'allemand, c'est un germanophone. Et le succès, il faut bien dire aussi, arrivera sur le tard, hein, pas avant ses 40 ans. Ses meilleures créations, eh bien, elles ont lieu pendant les 10 dernières années de sa vie, 10 dernières années de sa vie pendant lesquelles il est affligé de surdité, la conséquence en fait de syphilis, hein, de la syphilis dont il est affecté. Alors, au fil de l'eau, eh bien, Smetana en personne décrit son poème symphonique. Lisez, je peux vous le lire bien sûr. La composition dépeint la course de la rivière depuis sa naissance, où deux sources, l'une chaude, l'autre froide, se rejoignent pour former une rivière qui s'écoule à travers les forêts. Le charmant pays où des fêtes joyeuses et des gais festivals sont célébrés, où le clair de lune, la danse, les ondines,
sur les proches rochers d'orgueilleux châteaux, hôtels particuliers et villes célèbres. L'hôtel Tava tourbillonne ensuite dans les rapides de Saint-Jean, se jette dans un large torrent non loin de Prague, franchit Vizerad et disparaît dans la distance qui l'unit à l'Elbe. Ce texte également que l'on voit à Smetana. C'est quelques secondes. Très belle musique dans la Moldave. Alors, voilà, quelques secondes seulement. On pourrait écouter l'intégralité, c'est une dizaine de minutes, hein, mais c'est un tout petit peu long pour le format de notre présentation. Je vais vous simplement vous dire également que eh bien, ce poème symphonique, La Patrie, donc, dans sa totalité, est toujours joué chaque année depuis sa création à l'inauguration de la saison musicale à Prague, lors de fêtes importantes également. Imaginez qu'on l'a interprété, cette œuvre, imaginez l'impression qu'avaient les Tchèques à ce moment-là, eh bien, au moment de l'occupation nazie, mais également en septembre 1968, peu de temps après l'arrivée des chars soviétiques. Alors, après avoir passé une nuit à Memnik, lieu de confluence entre la Moldau et l'Elbe, on va quitter le MS sans souci pour rejoindre très près de là, une trentaine de minutes par la route, le château de Nela Ozevs, pour lequel nous avons obtenu une ouverture spéciale en ce lundi, puisqu'il est habituellement fermé. C'est un château du XVIe siècle que l'on doit à un aristocrate tyrolien, un proche conseiller de l'empereur Ferdinand Ier. Et il a un très joli nom, il s'appelle Florian Gresbeck de Grespar. Il demande au maître d'œuvre royal, Boniface Volmus, de lui créer un château dans la mode du moment, surtout en Italie du Nord, une sorte de maniérisme. Et c'est ce que vous avez là un petit peu sous les yeux. Enfin, vous savez ce que c'est un petit peu toujours la même chose, il y a toujours du retard dans le bâtiment. Ce pauvre Florian ne verra pas l'achèvement de son château, c'est son fils qui devra l'achever, et c'est malheureusement sa petite fille qui devra s'en séparer dès le XVIIe siècle pour cause de difficultés financières. Le domaine est alors acheté par Polixène de Pernstein, qui est l'épouse du premier prince de Lobkowitz. Il entre dès lors dans, on va dire, le portfolio de cette riche famille, sans pour autant être jamais en fait un lieu d'habitation. Il sera malheureusement confisqué en fait, par les communistes en 1948, restitué à la famille Lobkowitz en 1993, et depuis 1997, c'est un lieu d'exposition permanente, ce qui permet de profiter de quelques 6 siècles de mécénat artistique avec les plus importantes œuvres de la collection Lobkowitz, une collection formidable parce qu'elle est globale. Elle reflète la vie culturelle, la vie sociale, politique, économique de l'Europe centrale depuis des siècles. On y trouve des toiles des grands maîtres comme Bruegel, Canaletto, Cranach, Rubens, Velázquez, des œuvres d'art médiéval, des œuvres de la Renaissance bien sûr, des armes, des armures exceptionnelles, de la céramique. Il y a par exemple un magnifique, un superbe service de table de Delphes du XVIIe siècle. C'est une collection inégalée également d'instruments de musique, de manuscrits, d'éditions imprimées, de partitions, certaines même annotées de la main de grands compositeurs, musiciens comme Mozart et comme Beethoven. Beethoven était d'ailleurs un des bénéficiaires des largesses du 7e prince Lobkowitz, il s'appelait Franz Joseph Maximilien. Le compositeur lui a dédié au moins 3 de ses symphonies, la 3e, la 5e et la 6e, la fameuse pastorale. Alors, après cette visite, on va rejoindre le MS sans souci pour rejoindre comme cela et naviguer jusqu'à Ronis nad Labem dans l'après-midi. Là, on aura quelques heures pour profiter librement de cette escale. Il n'y a pas d'excursion organisée ce jour-là, en tout cas à cet endroit-là. Au contraire, on pourrait accéder, en tout cas approcher un autre château de la famille Lobkowitz, un château donc du XVIIe siècle que l'on doit au second prince. C'est le second prince Lobkowitz qui va transformer cette fois-ci ce château en résidence. Ça sera vraiment une résidence de la famille Lobkowitz. Plus de 200 chambres, et que c'est une grande famille. Il y a une tour d'horloge qui est construite à ce moment-là, une chapelle, un théâtre.
La résidence a été décorée avec les plus grands soins, remplie d'œuvres d'art, d'objets précieux. Bon, au début de la Seconde Guerre mondiale, Maximilien Lobkowicz, qui est à ce moment-là l'héritier, en tout cas celui en possession du titre familial, il est l'ambassadeur de la République tchèque en Grande-Bretagne. Il doit s'exiler. Ses propriétés sont confisquées, le château va être pillé, saccagé par l'établissement d'un camp d'entraînement des jeunes SS. Les bombardements ne vont pas non plus l'arranger à la fin de la guerre. Les communistes vont confisquer en fait cette propriété en 1948, ainsi que les collections d'œuvres d'art. Il faudra attendre la révolution de velours, les lois de restitution qui vont permettre à la famille bien, de récupérer le château, de récupérer les collections. Et depuis plus de 10 ans, le château est en travaux. Alors on passera, je vous disais, quelques heures à Runistandalbem avant de continuer notre navigation et de rejoindre d'ailleurs en fin d'après-midi un petit village, je crois la voir, mais c'est pas grave, un petit village, en fait, le village de, si vous l'avez à l'image, de Lito Merice. Alors, on passera la nuit d'ailleurs à Lito Merice, on sera à quai, et là, ça sera l'occasion, bien, comme souvent, pendant ces croisières musicales, de recevoir des artistes, d'entendre des artistes embarqués, et c'est vrai que ces artistes, bien, pour ces concerts de musique classique, également, pourquoi pas, romantique, auront l'embarras du choix quant à la sélection et la réalisation d'un programme, parce que c'est vrai que, bien, il y a beaucoup de musiciens dans cette région, donc c'est facile de faire un très beau programme. Alors pour cette dernière matinée, alors voilà, on va, avant de rejoindre Brest, bien, on va découvrir justement cette petite ville de Litoměřice. Alors je vous la reviens juste un petit peu, voilà, à l'image comme ça, qui est considérée comme l'une des plus anciennes villes de Bohême, un petit bijou baroque que l'on doit principalement à des architectes qui s'appellent Broglio, père et fils. Mais on ira voir également, pas très loin de là, une quinzaine de minutes, le château de Ploskovice, qui vraiment est à proximité. Ce château, c'est la commande de la grande-duchesse Anna Maria Francesca du Palatinat, grande-duchesse de Toscane. On est dans le premier quart du XVIIIe siècle. Et alors ce château, voilà, c'est un petit peu, s'inspire de le nôtre. On a essayé de faire une sorte de mini Versailles. À la différence de Versailles, la décoration est assurément baroque. C'est l'œuvre aussi de grands artistes pragois, comme peintre Václav Varinek. Au milieu du XIXe siècle, le château va devenir la résidence privée de l'empereur, dernier roi tchèque couronné, c'est Ferdinand V de Habsbourg, et le château est alors surélevé d'un étage, entièrement modifié et décoré dans ce qu'on appellera le style néo-rococo. Et pour la dernière fois, bien, après cette visite, on reprendra donc la navigation sur l'Elbe en début d'après-midi, et on arrivera comme cela en fin d'après-midi à Dessines, au pied de ce spectaculaire château qui est un peu comme posé sur son rocher qui domine le fleuve. Là aussi, on pourrait profiter d'une belle escale libre pour découvrir cette petite ville de Dessines. Enfin, dernière escale, vous le savez, elle se fera à Dresde, celle que l'on nomme toujours la Florence de l'Elbe, celle qui aurait pu disparaître en 1945. Elle a été, comme vous voyez sur les images, entièrement rasée par les bombardements alliés. Il faut les efforts de reconstruction et de reconstitution qui n'ont jamais vraiment cessé après la Seconde Guerre mondiale, qui ont été accélérés après la réunification. De nos jours, on peut toujours voir un centre historique qui est comparable à celui du XXe siècle. Voilà, ici, à l'image, un petit peu, voilà, ça ressemble à ça. C'est vrai que depuis, vous avez là aussi à l'image, depuis le XVIIe siècle, bien, Dresde est une terre de paradoxe, puisque c'est une terre protestante, mais on y trouve des princes catholiques. Il faut dire que ces princes ont abjuré leur foi protestante pour devenir des rois élus de Pologne. Donc c'est une contradiction qui se voit physiquement, matériellement dans le paysage de Dresde, puisqu'on a dû construire deux églises baroques à la fin au XVIIIe siècle. L'une, alors si je vous montre, on revient un petit peu en arrière, hop là, juste sur celle-là, vous allez voir, sur cette peinture, bien, elle est en construction, on la doit à ce moment-là à un architecte italien qui s'appelle Gaetano Chiaveri. Une
église dont vous voyez la nef centrale et une sorte de galerie, un déambulatoire tout autour, hein, qui permettait les processions catholiques se faire à l'intérieur de l'église et de ne pas provoquer de réaction populaire. C'est ce qu'on appelle l'église de la cour ou l'église de la Sainte Trinité. L'autre église, alors là, en arrière-plan, je vais vous faire voir une autre image à présent, là, elle est aussi là-dessus. Voilà, cette église. Et la voilà maintenant à l'image principale. Cette église, c'est en fait un temple luthérien. C'est la Flauschkirche. Et c'est un énorme édifice à plan central, avec cette coupole en forme de cloche, sur laquelle se trouve un théâtre à 3 étages, fait de loges et de tribunes. Le chœur et l'autel sont richement décorés. On est très loin du temps où les protestants affirmaient l'authenticité de leur message religieux par la simplicité des lieux de culte. Avec le temps, les protestants se sont mis à faire comme les catholiques, à adopter le baroque, hein, et donc à essayer de plaire aux fidèles. On aura l'occasion de visiter ces deux églises, mais notre circuit nous permettra également d'apercevoir ce magnifique opéra, le Semper Opère, de l'architecte Gottfried Semper, d'où son nom. Lui aussi, il a été entièrement restauré dans les années 1950. On a un petit peu sauvé la coquille extérieure. Et puis, dans les années 80, on a finalement décidé de le restaurer à l'identique à l'intérieur. Également, on pourra voir comme ça là, le palais Zinger, que l'on doit à Balthasar Permoser et à Matthäus Daniel Popelmann, un nouveau Popelmann, un ensemble baroque assez délicat, sans oublier le cortège des princes, une spectaculaire fresque de plus de 100 mètres de long, composée de 25 000 carreaux de porcelaine retraçant l'histoire des princes de Saxe. Donc un endroit absolument, un monument magnifique à découvrir. Dresde est également, vous le savez, notre port de débarquement. Vous quitterez le MS sans souci le jeudi 20 avril, après le petit déjeuner, le temps de rejoindre l'aéroport et la France. Alors, je vais à présent vous remercier de votre attention pour avoir suivi ce matin et vous inviter à nous contacter, en plus vite bien sûr, pour réserver votre cabine pour cette très belle croisière que vous ferez alors en compagnie de monsieur Marion Rousset, qui est un chanteur, vous connaissez pour la plupart, animateur, accompagnateur, un homme de tous les talents, passionné de croisière, que je vais retrouver dans quelques jours d'ailleurs à bord du MS Hambourg. Quant à cette croisière musicale sur l'Elbe, elle se fera également avec le talent de Madame Oksana Garin, qui sera une des conférencières de cette croisière, et également avec la participation toute exceptionnelle du commandant Jean-Marie Homais. Prochain rendez-vous en visioconférence, ça sera avec Magali, c'est au début du mois de décembre, pour une présentation de plein cap à la carte, avec des destinations magnifiques, comme par exemple un circuit dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, un autre circuit sur l'île de Chypre, un petit week-end à Madrid et Tolède, une croisière, c'est-à-dire une croisière en train sur le nord-ouest de l'Espagne avec le Costa Verde Express. Et puis là aussi, tout à fait surprenant, un très beau voyage à bord d'un grand voilier, d'un clipper qui s'appelle le Star Clipper, la Bellissima Italia. Et on terminera par un train magique en Suisse, les flâneries suisses. Tout cela vous sera présenté par Magali au début du mois de décembre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.